Imaginons un instant la scène. On est dans les couloirs hyper bruyants d'une immense conférence tech à Las Vegas. Ouah, le genre d'endroit où ça grouille de monde, quoi. C'est ça. Et là, tu as un développeur d'âge moyen, la voix super douce, qui se promène tranquillement. Il discute avec quelques passionnés, par-ci par-là. Sans garde du corps, j'imagine? Mais aucun. Pas de faste, pas d'entourage visible. À première vue, c'est juste un participant comme les autres. Et pourtant, cet homme pourrait bien détenir en secret les clés d'un empire financier décentralisé qui pèse des centaines de milliards de dollars. Ah, et c'est complètement vertigineux. Totalement. Et c'est pas le début d'un thriller hollywoodien, hein. C'est vraiment le point d'ancrage d'une enquête colossale qui a été publiée par le journaliste John Carreyrou dans le New York Times. Le sujet de cette investigation, la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Le fameux créateur du Bitcoin. Exactement. C'est quand même l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire moderne, cette affaire, parce que pendant plus d'une décennie, le mythe de Satoshi, il a résisté à toutes les traques numériques, même les plus sophistiquées. Ouais, la plupart des gens pensaient qu'on saurait jamais en fait. C'est clair, on considérait l'énigme comme insoluble. Mais cette nouvelle plongée dans le dossier, elle change vraiment la donne. On parle pas de simples rumeurs sur des forums, là. Carreyrou, il déploie une méthodologie hyper impressionnante. Genre de l'archéologie numérique. Voilà, de l'archéologie, du mouvement cypherpunk, mais couplé à de la linguistique médico-légale de pointe. Le tout propulsé par de l'intelligence artificielle. Et au final, selon lui, l'entonnoir de toutes ces données pointe vers une seule et unique personne. Le cryptographe britannique Adam Back. C'est lui, le suspect numéro 1. Bon, avant d'aller plus loin dans notre analyse, il faut vraiment qu'on pose un cadre strict pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est super important. Notre objectif ici, c'est absolument pas de rendre un verdict, ni de jouer au juge, hein. On va pas statuer sur la culpabilité ou l'innocence de qui que ce soit. Non, c'est pas notre rôle. Notre mission, c'est d'examiner et d'exposer de manière super impartiale la mécanique de cette enquête du New York Times. Les faits, les indices mis en lumière, mais aussi, et c'est tout aussi crucial, le démenti formel et la défense d'Adam Back. Tout à fait. Il faut balancer les deux côtés. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que pour comprendre pourquoi le journal focalise toute son attention sur cet homme, faut redescendre dans la salle des machines du Bitcoin. Dans le code source, carrément. Voilà. Et quand on superpose l'ingénierie de cette monnaie avec le CV d'Adam Back, franchement, la symétrie, elle saute aux yeux. Ce qui est fascinant ici, c'est le niveau d'expertise extrêmement spécifique qu'il fallait pour créer ce réseau. C'est-à-dire? C'est pas juste un bon codeur. Ah non, pas du tout. Le journaliste, il commence par des trucs de surface, hein, genre la nationalité britannique supposée de Satoshi qui colle avec Back, les horaires de connexion qui correspondent au fuseau horaire de Londres, l'orthographe british, les petites expressions. Les fameux tics de langage, oui, voilà. Mais l'enquête, elle devient vraiment lourde quand on se penche sur le fameux White Paper, le livre blanc fondateur du Bitcoin, publié en 2008. Le document qui a tout lancé, quoi. C'est ça. Ce document, il cite très peu de sources antérieures. Mais devine qui est cité nommément dedans. Adam Back. En plein dans le mille. Et il n'y est pas pour un détail mineur, hein. Il y est cité en tant que créateur du système Hashcash. Ah, le Hashcash. Ça, c'est littéralement la clé de voûte de toute l'histoire. C'est le moteur, ouais. Il faut vraiment expliquer comment ça marche pour saisir le lien. En fait, Adam Back, il invente le Hashcash dans les années 90 pour lutter contre un truc tout bête, le spam par email. Ah oui, n'en faire des boîtes de réception à l'époque. Totalement. Et sa mécanique était brillante. Pour envoyer un message, le système forçait l'ordinateur de l'expéditeur à résoudre un petit puzzle mathématique complexe. Ça consommait une fraction de seconde de puissance de calcul et un tout petit peu d'énergie. Donc pour toi et moi, c'est invisible. Invisible, voilà. Mais pour un spammeur qui veut envoyer genre 1 million de mails en même temps... Là, la facture d'électricité explose. Exactement. Cette dépense d'énergie devenait un coût financier ruineux. Ce système de preuve de travail, qui convertit de l'énergie en validation de système, c'est très exactement ce que Satoshi a intégré dans le Bitcoin. C'est le minage, en fait. C'est le minage. Satoshi a pris le moteur du Hashcash et au lieu de bloquer des emails avec, il s'en est servi pour valider des transactions financières et créer de la nouvelle monnaie. C'est une transposition géniale. Mais ce n'est qu'une des briques, hein. Il en fallait d'autres. Ah bah oui, pour bâtir le protocole en 2008, il fallait maîtriser la cryptographie asymétrique avec les clés publiques et privées, il fallait savoir gérer des systèmes distribués avec des nœuds indépendants. Pour éviter d'avoir un serveur central qui peut être piraté, c'est ça? Tout à fait. Et surtout, il fallait coder tout ça de manière ultra sécurisée en C++. Ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Loin de là. Trouver quelqu'un qui avait une expertise mondiale sur ces 3 piliers très spécifiques et qui avait en plus inventé la preuve de travail 10 ans plus tôt, ça réduit drastiquement la liste des suspects. Et Adam Back qui cochait absolument toutes les cases. C'est un peu, comment dire, c'est comme si on enquêtait sur le concepteur d'un moteur révolutionnaire super secret sans brevet. Ouais, On cherche le génie solitaire dans la nature et finalement on se rend compte que le principal suspect c'est l'ingénieur qui habite juste à côté, qui a personnellement inventé les bougies d'allumage de ce moteur précis et qui a en plus écrit le manuel de thermodynamique pour le faire tourner. l'analogie du moteur et des bougies, elle est parfaite pour illustrer l'effet matériel. Mais, et c'est là qu'il faut être prudent, elle met aussi en lumière la faille de ce raisonnement. Ah oui, laquelle? Fournir les outils ou la théorie, ça fait pas automatiquement de toi l'assembleur final du produit. Ah, je vois, surtout dans l'open source. Exactement. Dans la culture cypherpunk, emprunter et recombiner les briques créées par d'autres, c'est la norme absolue. Bach est un pionnier, c'est incontestable. Mais maîtriser des outils, ça vaut pas preuve de création. C'est pour ça que Carreyrou s'est pas arrêté au code source. Ouais, parce que le code, ça se copie. Mais l'enquête, elle devait trouver un truc que Satoshi pouvait pas cacher, même intentionnellement. Et c'est là qu'on bascule dans une dimension technologique assez folle. Le subconscient linguistique. Voilà, le journaliste a utilisé la linguistique médico-légale pour traquer l'empreinte numérique. La stylométrie. C'est une science analytique vraiment redoutable. Le principe, c'est que la façon dont on agence nos mots, c'est aussi unique qu'une empreinte digitale. On parle pas juste du vocabulaire, là. Non, non, on parle de la syntaxe, de la fréquence de certains mots liaisons, de la structure des phrases, de la ponctuation, des trucs totalement inconscients. Et la méthode de l'enquêteur, elle est dingue. Il a commencé par identifier les formulations récurrentes de Satoshi et il les a tapées dans la barre de recherche du réseau X, l'ancien Twitter, Et le profil de Backred a clignoté direct. immédiatement. Mais Carrero a voulu bétonner ça. Il a sorti l'artillerie lourde, avec une intelligence artificielle massive. Il a entraîné cette IA sur le style de Satoshi. Et après, il lui a demandé de scanner les archives de 34 000 utilisateurs. 34 000. Ah ouais, sur les vieilles listes de diffusion des années 90, genre cypherpunks ou cryptographie. C'est ça, un filtre titanesque, des millions de lignes de texte. Le but, c'était de voir si une seule de ces 34 000 personnes avait une signature qui se superposait parfaitement à celle de Satoshi. Et après avoir tout tamisé, le modèle d'IA ne recrachait qu'un seul et unique nom. Adam Back. C'est quand même un sacré coup de filet de la part de l'IA. Sur le papier, le résultat est spectaculaire. Mais là encore, on doit prendre beaucoup de recul. Je veux dire, est-ce qu'une intelligence artificielle, dans ce contexte, n'est pas fondamentalement sujette au biais de confirmation? C'est-à-dire, Si tu calibres une machine pour trouver l'aiguille qui ressemble le plus à ton modèle dans une énorme botte d'aiguilles, elle finira forcément par en désigner une. c'est pas faux. Et on parle d'une communauté de cypherpunks super soudée. Des geeks qui lisaient les mêmes livres, partageaient les mêmes références, débattaient tous les jours ensemble. Le vocabulaire, dans ce genre de bulle, ça devient viral, ça se transmet. Oui, il y a un effet d'écho évident. Du coup, que l'IA trouve une similarité syntaxique, d'accord, mais dire que cette similarité vaut une identité stricte, ça me paraît être un saut algorithmique super périlleux, non? Cette prudence, elle est 100% justifiée. L'homogénéité d'un groupe, ça brouille les pistes. Et le journaliste en a conscience. C'est pour ça que la stylométrie, c'est qu'un pilier parmi d'autres dans son dossier. Il observe aussi que les mots ne font pas que se ressembler dans la forme. Sur le fond, ils racontent la même évolution idéologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on oublie les algorithmes 2 secondes et qu'on plonge dans les idées que défendait Adam Back au début des années 2000, on assiste en direct à la gestation théorique du Bitcoin. Avec l'affaire Napster notamment. Exactement, le traumatisme Napster. Quand ce service de partage de musique a été fermé par les tribunaux, pour la communauté, c'était pas juste l'industrie du disque qui gagnait. Non, c'était la preuve terrifiante que n'importe quel système avec un serveur central ou un PDG finirait par être broyé par l'État. Et la réaction de Bach, à l'époque, elle est viscérale. Sur un forum, il écrit noir sur blanc que la seule solution, je cite, « la chose la plus sûre à faire pour un logiciel subversif, c'est de le publier de manière totalement anonyme. » Ça donne une sacrée dimension tactique au pseudonyme de Satoshi. L'anonymat, c'est pas pour faire mystérieux, c'est une architecture de survie pure et dure. La tête de l'hydre doit rester invisible. Et sa clairvoyance va encore plus loin. Entre 1997 et 1999, donc 10 ans avant le Bitcoin, Bach publie des messages où il décrit un système de trésorerie électronique avec 4 attributs majeurs. Lesquels? 1. Préservation de la vie privée.
2. Réseau distribué incensurable. 3. Rareté mathématique pour tuer l'inflation. Et 4. L'absence de tiers de confiance. L'ADN complet, quoi. Il avait même anticipé la plus grosse critique actuelle, celle sur l'écologie. Ah oui, l'énergie du minage. Dès 1999, on lui demande si son idée basée sur le hashcash ne va pas consommer trop de courant. Et sa réponse est bluffante. Il dit que tant que le gaspillage énergétique reste inférieur au coût global de l'argent fiduciaire, donc les banques physiques, les camions blindés, les serveurs géants, alors c'est une victoire. Mais attends, c'est mot pour mot l'argument des défenseurs du Bitcoin aujourd'hui. Mot pour mot, la technique, les mots, l'idéologie, tout s'aligne de manière troublante. Mais bon, une enquête solide, ça peut pas reposer que sur des mots ou du code. Il faut regarder le monde physique, la chronologie des événements, et quand on regarde les relations humaines, le comportement d'Adam Back ressemble à une partie de chaise musicale parfaitement synchronisée avec Satoshi. Notamment à travers le personnage de Al-Fini. Exactement. Al-Fini, c'est une légende, c'est le tout premier destinataire d'une transaction Bitcoin. Envoyé par Satoshi lui-même. Voilà. Et l'enquête montre que Back et Fini se connaissaient très bien, ils échangeaient depuis 1995, et en 2010, quand Fini fait l'éloge du Bitcoin en ligne, Satoshi lui répond « Cela signifie beaucoup venant de toi, Al ». Une vraie marque de respect entre vieux amis. Ouais. Mais le chassé-croisé le plus flagrant, il arrive au printemps 2011. Satoshi, après avoir lancé le truc, laisse un dernier message pour dire qu'il passe à autre chose. Et il s'évapore d'Internet le 26 avril 2011. Disparition totale. Et quelques semaines seulement après cette disparition officielle, Adam Back, qui n'avait jamais rien dit publiquement sur le Bitcoin depuis sa création en 2008, Il sort du bois. il sort du bois et fait son tout premier commentaire public. Et c'est pas juste un commentaire à l'air, hein. Il s'investit massivement. Il propose des modifications hyper complexes du code, il devient l'autorité technique, et il finit par fonder Blockstream, une boîte centrale pour le réseau. La fluidité du truc est dingue. C'est le syndrome classique de Clark Kent et Superman. Ah oui, pas mal. Bah ouais, les deux gravitent dans la même ville, ils défendent la même cause, mais la physique semble leur interdire d'être actifs dans la même pièce au même moment. C'est fou. Et l'illustration parfaite de cette dualité, c'est la crise de 2015. Ce passage de l'enquête est crucial. À l'époque, la communauté traverse une vraie guerre civile idéologique. La fameuse guerre de la taille des blocs. Tu peux résumer l'enjeu pour ceux qui auraient oublié ? Bien sûr. En gros, le réseau Bitcoin était limité à des petits blocs de données, ce qui freinait le nombre de transactions par seconde. Une faction, les Big Blockers, voulait augmenter la taille pour rivaliser avec Visa. Mais ça demandait des serveurs énormes, non ? Voilà. De l'autre côté, les Small Blockers refusaient catégoriquement. Pour eux, garder des petits blocs, c'était vital pour que n'importe quel gars avec un vieux PC portable puisse vérifier le réseau. Et donc, garantir une décentralisation totale. Et devine qui devient le général en chef des small blockers ? Adam Back. Adam Back s'impose comme le leader de la résistance. La scission semble inévitable. Et là, c'est le coup de théâtre. Satoshi Nakamoto, silencieux depuis 4 longues années. Il réactive son compte. Il réactive son vieux compte, ouais. Mm-mm. Et que dit ce fantôme sorti de sa retraite ? Oui, il intervient spécifiquement pour soutenir point par point la position exacte d'Adam Back. Voir le créateur mythique briser un silence de 4 ans juste pour valider la stratégie d'un seul homme, ça renforce massivement la théorie d'une seule personne opérant 2 comptes pour manipuler l'opinion, non ? C'est troublant. L'alignement comportemental pèse aussi lourd que la stylométrie de l'IA. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Face à ce mur d'indices, le hashcash, l'idéologie, les chaises musicales de 2015, le journaliste n'avait plus qu'une chose à faire, le confronter. Et c'est là qu'on retourne à Las Vegas, en 2025. Carreyrou rencontre Back et le contraste est lunaire. S'il est vraiment Satoshi, le mec pèse des milliards, il est une cible mouvante, géante. Et pourtant, le journaliste l'aborde dans le couloir comme on aborde un collègue à la machine à café. Sa vulnérabilité physique est totale. Pendant la discussion, Carreyrou balaye les fausses pistes habituelles. Il lui parle des emails que Satoshi et Beck se seraient échangés en 2008, qui ont souvent servi de preuve qu'ils sont 2 personnes différentes. Oui, Craig Wright s'en était servi à son procès. Exactement. Mais pour le journaliste, c'est juste un écran de fumée. S'envoyer des emails à soi-même pour se créer un alibi, c'est vraiment le b.a.-ba pour un expert en cryptographie qui veut rester anonyme. Et la réaction de Beck, c'est un démenti frontal. Il nie absolument tout en bloc. Sur le réseau X, il va même qualifier cette enquête, je le cite, d'une simple combinaison de coïncidences et de phrases similaires de personnes ayant des expériences et des intérêts similaires. En gros, il dit « On a la même culture, le même code, le même vocabulaire, mais ça fait de nous des collègues, pas la même personne. » C'est ça. Mais sa déclaration la plus percutante, c'est pas le démenti en soi,
C'est ce qu'il ajoute juste après. Ah oui, la fameuse phrase. Il dit « Je ne sais pas non plus qui est Satoshi, et je pense que c'est une bonne chose pour le réseau que ce soit le cas, car cela l'aide à rester perçu comme une nouvelle classe d'actifs, la marchandise numérique mathématiquement rare. » C'est lourd de sens, ça. Si l'on relie ça au contexte global de l'écosystème, c'est même le cœur du réacteur. Le Bitcoin, c'est la seule crypto qui n'a pas de fondateur actif, pas de PDG qu'on peut convoquer devant un juge ou un tribunal. C'est une technologie orpheline. Voilà. Si Satoshi a un visage, a un nom, la monnaie perd son immunité. Elle risque d'être requalifiée en titre financier par les régulateurs américains. Ça deviendrait l'entreprise de quelqu'un, donc l'anonymat, c'est le bouclier vital du réseau. On touche vraiment au nœud de toute cette histoire. D'un côté, on a une investigation implacable. La linguistique par IA, l'invention du hashcash, la chronologie hallucinante. Tout désigne logiquement l'architecte le plus probable. Mais de l'autre côté, face à cette logique, on a un rempart idéologique. Adam Back, qu'il soit Satoshi ou juste son précurseur, il sait que la vérité factuelle est moins importante que la survie du Bitcoin. Démasquer Satoshi, ça serait introduire une faille mortelle dans le système. Et il y a une ironie vertigineuse en tout ça, tu trouves pas? À quel niveau? Au début des années 2000, le traumatisme de Napster a convaincu ces cypherpunks que l'anonymat était la seule arme pour protéger leur code contre l'État. Ils ont utilisé la cryptographie pour se rendre invisibles. Ouais. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, qu'est-ce qu'on utilise pour les traquer? La surveillance numérique et l'intelligence artificielle. C'est quand même fou. L'IA qui est l'outil ultime de la centralisation et de l'aspiration des données, qui tente de détruire le mythe fondateur de la décentralisation absolue. C'est la cohésion parfaite entre deux mondes. La société moderne qui exige la transparence totale face aux pionniers du code qui revendiquent le droit au secret. Exactement. Et sur cette réflexion, qui oppose les bases de données géantes de l'IA aux fantômes de la cryptographie, on va refermer notre dossier d'aujourd'hui. Face à la complexité des traces numériques, gardons toujours notre esprit critique. Après tout, les cathédrales virtuelles les plus solides sont souvent celles dont l'architecte a eu la brillance de disparaître. Merci d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration à Sandio.